Bonne journée dimanche les pirates, bon dimanche les pirates, j'espère que vous allez bien. Moi ça va bien, mais écoutez, on est toujours dans l'apprentissage pour récupérer son conjoint, pour faire ce qu'il faut. De cette semaine, on parle de la formation sur la résonance, comment rentrer en résonance avec son conjoint. Aujourd'hui, on va parler de choses un peu difficiles, mais je voudrais vraiment insister là-dessus. Il y a des couples qui sont en instance de séparation ou qui se disputent et ça se termine mal. Alors, je vais vous donner deux histoires aujourd'hui. Je vais vous lire deux histoires aujourd'hui issues de la presse. Tout ça pour vous exhorter de choses finalement pour vous qui êtes un pirate, donc de ne pas rentrer dans les notions de violence, avec pansement, avec votre conjoint, évidemment, ça va sans dire. Et puis, si vous êtes quelqu'un qui est en séparation actuellement, qui souhaitait vous séparer de votre côté, vous allez peut-être tomber sur des mauvais conseils à force de lire ça sur Internet. Mon ex est un pervers narcissique, mon ex est dangereux, etc. Et vous vous faites avoir par ça et on va vous conseiller de couper les ponts, de ne pas répondre, de faire de votre côté des silences radio, etc. Et ça, c'est extrêmement dangereux parce que ça peut faire un effet cocotte-minute. Je réponds pas à mon conjoint, je lui parle plus, on a passé 10 ans ensemble, mais je lui adresse plus la parole, je réponds plus à ses messages, et tout ça peut être dangereux. Alors déjà, c'est des mauvais conseils parce que pour être pervers narcissique, il faut être évalué par un psychiatre, c'est très long. Donc quand je vois quelqu'un qui met un petit message sur Internet et qu'un coach lui répond « vous avez affaire à un pervers narcissique », ça montre le danger de certains professionnels et j'espère que vous n'êtes pas tombé dessus. Donc si vous voulez vous séparer de votre conjoint, pourquoi pas, mais ne vous laissez pas avoir par mon ex est un pervers narcissique, donc je ne lui réponds plus. Donc surtout, mettez de l'espace parce que ça peut faire exploser. Alors voilà une des histoires qui s'est passée il y a 2 jours, donc début avril. Interpellé par les forces de l'ordre après avoir pris la fuite, le mis en cause a été présenté en comparution immédiate. Donc les policiers ont procédé à l'interprétation d'un homme âgé de 39 ans. Voilà, bon, enfin, à quelle heure? 23h15, on dit l'adresse. Défavorablement connu de la justice, notamment pour des violences conjugales. Il a été d'abord placé en cellule de grisement au vu de son taux d'alcool avant d'être entendu. Donc vous voyez que dans le cas d'une séparation, eh bien, il peut y avoir des personnes qui sont violentes, qui boivent de l'alcool parce qu'ils sont en souffrance, certainement, et si c'était pas en souffrance, on n'aurait pas besoin de faire ça. Il lui est reproché une tentative de meurtre commise 3 jours auparavant, donc dans une autre rue, que l'on décrit. Débarquant armé d'un couteau, il s'en est d'abord pris à son ex-compagne en lui assénant plusieurs coups de poing au visage. Donc vous voyez que même si vous êtes en colère, même si vous avez les boules que votre partenaire soit parti, vous pourrez récupérer éventuellement votre conjoint, évidemment, mais pas en allant taper sur une personne. Évidemment, ça paraît logique parce que vous êtes des pirates aujourd'hui, que vous savez comment ça fonctionne, et que votre conjoint ne pourra pas revenir si vous ne répondez pas à ses besoins. Donc il y a peu de chances que le conjoint veuille revenir si je vais lui mettre quelques coups de poing au visage. Ensuite, il a attaqué violemment à l'arme blanche son nouvel amant, alors en le poignardant à plusieurs reprises au niveau des jambes. Donc vous voyez que la personne a trouvé un pansement, certainement, et la personne qui n'est pas un pirate, évidemment, ça n'est pris à pansement. Donc évidemment, ça va se retourner contre la personne qui a fait ça, évidemment. Donc évitez totalement de faire de ça. Hors de lui, il a ensuite mis le feu volontairement lors les sapeurs-pompiers sont arrivés. Ils ont immédiatement pris en charge la victime des coups de couteau qui se vidait de son sang. Elle est admise en soins intensifs. Donc Montpellier, 35 ans, urgence absolue, etc. Son pronostic vital, heureusement, ne serait plus engagé. Incapacité totale de travail supérieure à 8 jours, et pour la compagne 40 ans. Alors vous voyez là aussi, encore une fois, hein, on est dans des choses assez traditionnelles. On va pas, comment dirais-je, analyser la situation, mais vous voyez 35 ans le pansement, 40 ans la compagne, et alors je ne sais pas quel âge avait la personne auteur des coups de feu, mais vous voyez que certainement la personne était allée avec un pansement plus jeune, avait peut-être comme votre conjoint a fait, d'être très désagréable avec
son mari depuis longtemps, et donc son mari n'a pas supporté, ce qu'il ne faut absolument pas faire, évidemment. Lors de son audition, le mis en cause a reconnu l'ensemble des faits qui lui étaient reprochés, et il a expliqué que s'il avait agi de la sorte, c'est parce qu'il craignait que son nouvel amant, donc le pansement, exerce des violences ou des manipulations sur son ex-compagne. Oui, effectivement, ce que vous dites parfois, il est manipulé, elle est manipulée par son pansement. Alors, c'est faux et c'est pas totalement juste non plus, parce qu'il y a une auto-manipulation, enfin une double manipulation entre pansement et criseux. L'un manipule l'autre et inversement. Donc, le pansement veut profiter du conjoint en crise, en état de faiblesse pour souvent soit lui réclamer de l'argent, soit du sexe, hein, c'est souvent ça. Et puis votre ex, j'ai horreur de ça, donc votre partenaire, votre conjoint que vous allez finir par retrouver, finalement, lui ou elle va chercher une forme de réconfort liée à sa souffrance, notamment d'une crise existentielle. Donc le parquet a ordonné son déferment et requalifié les faits en violence aggravée. Placé en détention provisoire, il a finalement été jugé ce mardi 2 avril dans le cadre d'une comparution immédiate. Vous voyez que ça rigole pas, hein. Si vous faites des bêtises avec pansement ou avec criseux, ça peut aller loin. Rendu coupable, il a été condamné à 4 ans de prison ferme avec mandat de dépôt. Ça veut dire qu'il a été emprisonné directement, immédiatement. Enfin, comment dirais-je? Je ne sais plus comment on dit, mais vous savez, il y a libération provisoire, liberté provisoire, quelque chose comme ça. 400 personnes, deuxième histoire, ont assisté aux obsèques d'Alicia. Donc cela, c'est encore plus pire, c'était dans le nord de la France. Donc elle a été assassinée par Nicolas, son conjoint, le 28 janvier dernier. Un drame incompréhensible pour l'entourage de ce couple sans histoire. Donc vous voyez que ça peut, au moment d'une crise, ça peut aller loin. Tout a commencé par un coup de cœur lors d'une soirée en 2016. 7 ans de vie commune. Ensuite, Alicia et Nicolas vivaient dans un petit pavillon. Vous voyez tout ce qui se passe, la phase de sécurisation. La jeune femme travaille dans une entreprise, on va dire, et lui est fonctionnaire. Voilà, on va le dire comme ça tous les deux. Et ils partagent des passions comme la chasse, le rallye, les animaux. Voilà, et alors la famille dit quand Nicolas est arrivé, ça a été son premier amour, elle était folle amoureuse, j'allais souvent chez eux, il n'y avait pas de méchanceté ni de problème, lune de miel, hein. D'apparence, c'était un couple complice et fusionnel, oui, puisque pendant toute la lune de miel, eh bien, effectivement, on ne voit pas le défaut, et la personne rajoute, pour elle, tout était tracé. Donc, Alicia, elle veut des enfants, Nicolas, il est un peu plus pudique, et il exprime moins ses sentiments, voilà. Quelqu'un de bourru, qui ne parlait pas beaucoup, un gros nounours, qui a été accepté par la famille. Alors souvent, vous me dites ça en coaching, hein, mon mari, il parle pas beaucoup, Donc, à Noël dernier, donc c'est juste un mois avant le drame, Nicolas a donné le petit sachet avec la bague, avec une demande en mariage sur le papier. Elle était toute heureuse, elle a pleuré. Je pense que ça faisait 2 ans qu'elle attendait que ça se fasse. Et puis, ça va vite se dégrader. Samedi 27 janvier, veille du drame, toute la famille se trouve chez Sébastien pour l'anniversaire de son épouse. Tout se passe bien. Il y a des taquineries sur la finale de la Starac. Voilà, bon, voilà, un truc, c'est bien, hein, taquinerie sur la Starac, c'est on appelle ça du badinage, hein, sur des choses qui nous, voilà. En plus, c'était pas entre le couple. À 23h30, le couple rentre chez lui. Une demi-heure plus tard, Alicia envoie un message à sa copine où il continue à se taquiner sur l'émission de télévision. Et puis, ce sera le dernier signe de vie de la personne. Le lendemain, Gaël, voisin et ami du couple, découvre Nicolas à gare. Je lui dis qu'est-ce qui se passe. Il n'a pas pu me répondre. Il était en train de pleurer. Et on m'annonce que Alicia était décédée. Ce serait un cambriolage qui aurait mal tourné. Alors Nicolas déclare avoir découvert le corps de sa compagne sur le lit vers 8h à son retour de la boulangerie. Et dans la maison, quelques objets ont disparu, des outils et une tirelire avait 20 € à l'intérieur. Voilà, donc Nicolas est choqué, évidemment. C'est ce qu'il dit en rentrant. Il va à la gendarmerie. Enfin bon, tout ça, je vous passe, c'est traditionnel.
4 jours après le drame, Nicolas est convoqué par les enquêteurs pour assister à la perquisition de sa maison. Au moment d'aller dans la chambre, il avait peur d'y aller affronter à nouveau la scène, évidemment, hein, on comprend. C'est ses mots, il a pleuré, mais pas très longtemps, et ensuite il est sorti et il a allumé une cigarette en larmes. Voilà. Donc ça, c'est tout à fait normal. Nicolas s'installe ensuite chez ses parents à quelques kilomètres de là, on comprend qu'il ne voulait pas rester à la maison, évidemment, et il retourne travailler comme si de rien n'était. Bon, voilà, c'était plutôt solide. Certains amis l'aident, l'invitent à manger, à la chasse, ils lui sortent les idées, il ne parle pas d'Alicia, et il dit parfois même on les retrouvera jamais. Donc finalement, les gendarmes continuent leur enquête, ils ont des doutes quand même sur Nicolas car son récit présente des incohérences, hein, un assassinat à 8h du matin. L'exploitation de son téléphone révèle l'existence d'une relation extra-conjugale de Nicolas menée sur un réseau social une semaine avant la mort d'Alicia. La jeune femme s'appelle Béatrice Leroux, certaines disent s'appeler Béatrix Leroux, et se présente comme une veuve commerçante à Brest. Alors vous voyez que vous voyez ce que ça veut dire un petit peu. Nicolas lui a envoyé de l'argent, 50 € le matin même de l'assassinat et des centaines d'euros les semaines suivantes. 2500 € puisés dans le compte commun du couple. Et là, vous vous doutez de ce qui va se passer. Nicolas est victime d'une arnaque à l'amour. Donc, quand on est en difficulté, quand on a peut-être qu'il ne se sentait pas bien dans son couple, allez savoir, eh bien, il va sur les réseaux sociaux et il se fait avoir par ce qu'on appelle un brouteur. Nicolas est placé en garde à vue. Il avoue alors avoir assassiné sa compagne à coups de couteau et de marteau pendant son sommeil. Donc, vous voyez que quand on est en crise, eh bien, il peut y avoir vraiment des choses inimaginables. Il déclare même avoir tenté de l'empoisonner quelques jours avant en versant un puissant antivomitif dans son thé et dans son jus de fruits. Donc, évidemment, de la préméditation. Nicolas aurait-il tué sa future épouse pour vivre une histoire avec Béatrice? Donc, vous voyez que quand votre conjoint peut être avec pansement, si vous mettez vous aussi trop de pression, comme on dit, hein, si vous mettez de la propulsion, eh bien, vous pouvez projeter votre conjoint vers son pansement parce que le conjoint a envie de vivre ensemble. C'est la phase d'alarme. Pour Nicolas, c'était la phase d'alarme. Et vous, effectivement, vous pouvez aussi, si vous empêchez la chose, avoir des réactions violentes de votre conjoint. C'est un garçon qui est aujourd'hui dans une forme de sidération, qui ne parvient pas à expliquer son acte qu'il regrette, mais j'espère bien, qu'il parle d'un trou noir, un immense trou noir. Bon, s'il avait essayé de l'empoisonner avant, on ne sait pas, on n'est pas sûr. On n'est pas dans ce on voit habituellement du féminicide, c'est-à-dire un homme violent de matière récurrente, puis une violence particulière qui s'accentue et qui finit au décès de la femme. Bon, alors moi je ne suis pas spécialiste des féminicides, mais quand je vous lis des saloperies comme ça ressemble pas souvent à des féminicides. Hein. Et c'est pas des personnes qui sont violentes depuis très longtemps, c'est des personnes qui sont désespérées, qui ont une envie d'aller voir ailleurs. On a l'exemple d'un papa aussi qui était vraiment totalement amoureux de sa femme et qui se fait larguer et qui se fait humilier avec un pansement, etc. et qui va tuer sa femme et qui met le feu à sa voiture avec ses enfants à l'intérieur. Enfin bon, c'était sordide, je vous ai déjà raconté cette histoire-là. Donc on voit beaucoup de ces souffrances-là. Donc Nicolas, c'est inexcusable évidemment, hein, tout ce que je vous dis là, mais on comprend le mécanisme. Hein, je crois que je peux être amoureux de quelqu'un d'autre et je suis en souffrance et donc je commets l'irréparable, comme la personne qui était ivre, qui boivait trop d'alcool et qui veut aller sauver son ex en tuant ou en abîmant le pansement. C'est jamais comme ça que ça fonctionne, ça se retourne toujours contre l'agresseur. Bon, bah écoutez, vous voyez que vous avez la chance d'être pirate, vous voyez que dans vos situations, il n'y a rien de tout ça, hein, il n'y a pas de coup de couteau, il n'y a pas de coup de marteau, il n'y a pas d'agression. Dans votre situation, elle est beaucoup moins difficile que ce genre de personnes qui se la sont rendues compliquées. Si votre conjoint voit que vous changez, que vous êtes agréable et que vous répondez à ses besoins, voilà comment, hein, ça vous paraît évidemment, vous allez revenir ensemble. C'est pas parce que vous êtes disputé, c'est pas parce que vous avez commis des interdits que tout est mort. Au contraire,
vous allez pouvoir récupérer votre conjoint si vous faites ce qu'il faut. Voilà, c'était 2 histoires un peu sordides, mais c'est mon métier aussi de vous mettre en garde contre des dérives, et ça se termine toujours contre l'agresseur. Donc soyez prudents, hein, des fois on a envie effectivement, parce qu'on est en souffrance, d'aller casser la gueule à Pansement ou à son conjoint. Ne le faites pas, mais ne mettez pas non plus trop de pression sur une personne en souffrance qui peut faire du mal aussi face à l'humiliation. Surtout si à la blessure de l'humiliation. Je vous souhaite quand même un bon dimanche. Donc, allez plutôt faire la formation sur la résonance, comment rentrer en résonance avec votre conjoint, être sur la même longueur d'onde. C'est comme ça que vous arriverez à rendre heureux vos enfants en ayant, reconstitué votre couple et votre famille. Vos enfants n'auront plus besoin toutes les semaines de changer de maison grâce à vous, et évidemment votre conjoint aussi sera très content d'être avec quelqu'un maintenant qui a compris comment fonctionne le couple, qui correspond à ses besoins et qui n'est plus en phase de sécurisation. Donc vous trouvez le catalogue des 175 formations dans le descriptif de cette vidéo. Il suffit d'appuyer sur afficher plus et vous aurez aussi une formation offerte, Best of 2023. Le lien par rapport à Telegram où je vous mets chaque jour au moins 4 textes et au moins 4 vidéos shorts pour vous aider à mettre en application les formations. Le groupe Facebook, et je vous rappelle aussi que vous avez jusqu'à la fin du mois un grand jeu, hein, vous mettez des commentaires sur les vidéos YouTube et un petit bot, un petit logiciel viendra tirer un commentaire au sort et vous offrira la formation de votre choix. Je vous souhaite la journée que vous méritez.